nous voudrions remercier toutes les participantes et tous les participants à cette importante rencontre organisée par le CRDI et ses partenaires, IPAR et le réseau des think tanks de l'UEMOA. Tout à l'heure, nous allons passer en revue les différentes présentations, mais je voudrais juste demander aux panélistes et aux autres participants que peut-être que dès qu'on aura démarré, ceux qui ne prennent pas la parole peuvent éteindre leur micro. Alors, sans plus tarder, je vais juste rappeler le thème de notre webinaire. Donc, vous l'avez reçu. Il s'agit effectivement de traiter la question de COVID-19 et plan de stabilisation et de relance économique en Afrique francophone. Donc, il y a une préoccupation vraiment d'intégrer aussi nos partenaires de l'Afrique centrale et nous avons l'honneur de recevoir certains d'entre eux, j'y reviendrai. Et aussi des collègues de l'Afrique, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Alors, la thématique, c'est quelle synergie entre la recherche et les politiques publiques. Je reviendrai tout de suite là-dessus, mais pour rester vraiment dans le temps, je voudrais d'abord introduire M. Jean Lebel pour son mot de bienvenue aux participants. M. Jean Lebel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Ba. Cheikh, comme on s'appelle communément lorsque l'on se rencontre. Et pour moi, c'est un grand plaisir d'être avec vous, tout particulièrement alors que je pense que mon dernier voyage international a été à Dakar en février pour l'ouverture de notre bureau régional pour tout l'ensemble de la sous-région. Alors, Monsieur le commissaire Diagne, Madame la ministre Diatta, Madame la ministre Ramata, Monsieur le conseiller spécial, professeur Galadjo, Monsieur le directeur général Tamba, distingués invités, chers professeurs, chers participants, vous comprendrez pour moi que c'est non seulement un honneur, mais un grand plaisir que je partage de voir cette réunion virtuelle, ce webinaire, être organisé par notre personnel et le personnel de IPAR et du réseau des think tanks de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, comme une de ces premières activités virtuelles que nous avons en Afrique de l'Ouest sur un sujet très important, et aussi avec des participants de haut calibre comme vous. Alors, c'est un réel plaisir. Merci à Julie, notre directrice régionale, à Flaubert et à toute l'équipe du bureau, ainsi qu'à Cheikh et Brahima et leur équipe, ainsi qu'au réseau des think tanks, encore une fois, pour leur célérité à organiser ce qui est pour moi crucial. Le CRDI, comme vous le savez, est une société d'État qui a un mandat d'appuyer les travaux de recherche dans les pays en voie de développement afin de favoriser la croissance, de réduire la pauvreté et d'impulser les changements positifs à grande échelle. Et cette année, nous célébrons notre 50e anniversaire. Les célébrations ont débuté virtuellement en mai. Elles vont se poursuivre tout au cours de l'année. Et tout au long de ces 50 années, nous avons eu le privilège de travailler avec plusieurs d'entre vous, des visages que je reconnaissais alors que je me connectais et d'autres nouveaux qui sont partenaires de cette journée du CRDI avec les acteurs locaux qui se continuent dans le contexte de notre mobilisation collective contre la COVID-19. Comme chacun d'entre vous le savez, une collaboration mondiale, une stratégie unifiée est nécessaire pour éviter le potentiel dévastateur de la pandémie dans les pays de la sous-région. Mais plus important encore pour moi est que des capacités et une résilience à l'échelle locale sont plus que jamais nécessaires et ceci fait partie de l'ADN du CRDI. Travailler avec vous, travailler pour répondre à vos besoins et travailler pour vous fournir également une voix dans cette collaboration mondiale qui est plus que jamais requise. Alors, nous-mêmes au CRDI avons réagi avec des ajustements, par exemple en télétravail, vous me voyez de chez moi à Ottawa, mais aussi en explorant très rapidement de nouvelles initiatives novatrices, adaptées à la situation et avec nos problèmes existants, des initiatives qui touchent tout autant le développement de vaccins de détection précoce que le support à des organisations de recherche directement pour faire face à
la pandémie. Et enfin, une initiative qui me tient très à cœur, celle regroupant des think tanks et regardant les conséquences économiques et sociales de la pandémie maintenant, mais aussi anticipant comment reconstruire et comment favoriser une croissance qui assure la prospérité à tous et toutes dans les pays et les régions où nous sommes présents. Alors, le séminaire, le webinaire d'aujourd'hui tombe en plein centre de cette préoccupation. Il ne fait aucun doute que votre expertise, vos éclairages et vos conseils vont nous aider à mieux cerner les enjeux et les défis tels que ceux que vous voyez comme acteurs de premier plan. Nous sommes ici pour aider à mieux remplir notre mission et pour cela, nous en sommes très reconnaissants de prendre le temps de discuter, d'échanger, de débattre de quelle est la voie pour l'avenir, quelles sont les connaissances, quelles sont les déficiences dans nos connaissances, mais comment ensemble nous pouvons être mieux outillés pour faire face à cette crise qui demande de tout un chacun et toute une chacune de faire des efforts encore plus grands pour répondre aux défis sans précédent qui nous sont posés par nos collègues, par les populations et par également nos confrères, qu'ils soient au niveau politique, scientifique, qu'ils soient au niveau des organisations de la société civile ou du secteur privé. Je suis impatient de suivre vos discussions. On m'a demandé de faire ça en 3 minutes. J'espère que j'ai rencontré les critères, mais je veux vous dire que l'importance de ce webinaire est telle que j'y serai présent et j'écouterai avec ma caméra éteinte et mon micro mis sur la sourdine à l'ensemble de vos délibérations, puisque votre perspective définit beaucoup ce que le CRDI pourra et devra faire à l'avenir. Merci infiniment pour votre attention. Mesdames les ministres, messieurs les dignitaires, bonne chance, bonne conversation et merci, Dr. Ba, de m'avoir donné le privilège d'intervenir à l'ouverture de ce séminaire. Au revoir. Merci beaucoup, Dr. Jean Lebel, le président du CRDI, qui est un de nos partenaires pour l'organisation de ce webinaire. Je voudrais d'abord, avant de poursuivre justement présenter les participants, mais avant cela, d'abord me présenter moi-même. Je suis donc Dr. Cheikh Oumar Ba. Je suis le directeur exécutif de IPAR, qui est un think tank africain basé à Dakar. Mais en même temps, je suis le président du réseau des think tanks de l'UEMOA, qui regroupe une trentaine de centres de recherche dans les pays de l'espace de l'UEMOA. Donc, on n'est pas là pour m'entendre, on est là pour écouter les autres, dont je vous dirai tout à l'heure par ordre qui on va entendre. Nous allons avoir la chance d'écouter tout à l'heure monsieur le commissaire Mamadou Makhtar Diagne, qui est le commissaire en charge du développement des politiques économiques et de la fiscalité intérieure de l'UEMOA, qui sera ce qu'on appelle notre keynote speaker. Il introduira donc notre panel de haut niveau. Et ensuite, le panel sera justement composé d'éminentes personnalités. Justement, nous avons Mme Bakayoko Ly Ramata, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant de Côte d'Ivoire. Et nous aurons ensuite, après Madame le ministre, nous aurons une autre ministre, Madame le ministre Assom Aminata Diatta, qui est ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Après avoir écouté les deux ministres, nous écouterons aussi respectivement le professeur Isaac Tamba, qui est le directeur général de l'économie du ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire du Cameroun. Donc, on disait tout à l'heure que c'est les pays francophones, ce n'est pas seulement les pays de l'UEMOA, mais c'est au-delà. C'est vraiment tous les pays francophones jusqu'en Afrique centrale. Ensuite, nous terminerons par rapport aux panélistes par le professeur Bamba Ngaladjo, qui est conseiller spécial du ministre de l'économie et des finances et ancien commissaire des politiques macroéconomiques de la CEDEAO, qui est donc de Côte d'Ivoire. Ensuite, nous aurons, justement, avant d'engager les échanges avec les participants, qui certainement, dès les premières entames, en tout cas dès les premières présentations, commenceront à poser des questions, à mettre leurs préoccupations. Et vous avez une façon de le faire en allant dans les questions et réponses. Sinon, en postant cela sur le Facebook, nous avons des collègues qui vont regrouper l'ensemble de ces questions qui vont être partagées. Mais avant cela, donc avant d'engager ces échanges, nous écouterons les témoignages de deux universitaires de renom, qui sont le professeur Alban Aouéré,
qui est le directeur de la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous écouterons le professeur Benjamin Fomba, qui est du Centre d'études et de recherche en économie et gestion du Cameroun. Et à la fin de nos travaux, la synthèse des échanges sera faite par le professeur Ali Mbaye, qui est du laboratoire d'analyse des politiques de développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien président de la conférence des institutions d'enseignement et de recherche économique et de gestion en Afrique. Donc, à la fin de tout cela, avec les échanges avec les panélistes, nous, bien sûr, j'ai oublié de dire que je suis avec Flaubert Biekop, qui est du CRDI, qui aura l'occasion d'introduire justement les deux universitaires avant la synthèse du professeur Lee, qui arrivera à la fin. Donc, je voudrais donc dire qu'on terminera cette session par le mot de clôture qui sera prononcé par le commissaire Diagne. Nous lui demanderons de nous dire un mot de clôture. Et à côté de lui, on aura aussi Madame Julie Crowley, qui est la directrice régionale Afrique de l'Ouest et centrale du CRDI. Et voilà un peu, c'est un plateau très relevé. Donc, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur ce qu'on va faire. Et je demanderai tout à l'heure à Monsieur le commissaire de prendre la parole et je lui indiquerai approximativement une dizaine de minutes pour introduire sa présentation. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Votre micro n'est pas allumé, monsieur le commissaire. Monsieur le commissaire Diagne, votre micro n'est pas encore allumé. Alors, le temps que son micro soit allumé, je voudrais juste vous rappeler, le temps que son micro soit allumé, je voudrais vous rappeler... C'est allumé maintenant? Allumé. Allô, monsieur le commissaire? OK. Le temps que son micro... Oui, j'ai quelques coupures là. Vous m'entendez? Je voudrais vous donner 2 minutes, le temps de vous assurer que c'est clair. Si c'est bon, on commence avec vous. Et on l'entend bien maintenant. Excellent. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Vous m'entendez? Bon, avec quelques retours très bien. un peu hachés, mais là, c'est bon. Vous avez la parole, monsieur le commissaire. D'accord, je vous remercie. Voilà, docteur Richard. Merci beaucoup, docteur. Cher Oumar Ba, directeur exécutif de IPAR. Merci, monsieur le président Lebel de CRDI, de nous avoir associés à cet événement pour ce qu'est notre speaker lors de cette session sur le Covid-19, plan de stabilisation et de relance économique en Afrique francophone, quelle synergie entre la recherche et les politiques monétaires. Je voudrais aussi saluer Madame les ministres, Madame Liba Koyoko, Madame Assom Diatta et les éminents professeurs qui sont dans cette session, mais également mon collègue du département du développement humain, le professeur Filiga, dont le département assure le secrétariat technique du réseau des think tanks de l'UEMOA. Mon intervention va s'articuler autour de 3 questions. D'abord, dans le cadre de ces réponses, quel est le rôle de l'UEMOA? Ensuite, quelle est la part de la communauté locale des chercheurs pour ces prises de décision dans une période d'urgence sanitaire et économique? Et enfin, quelle est également la part des chercheurs ou de la recherche d'une manière générale dans le moyen et long terme sur les décisions à prendre dans le cadre des enjeux et politiques publiques dans le long et moyen terme. Pour ce qui concerne la première interrogation, je voudrais
d'emblée dire que les chiffres vertigineux concernant la vitesse de propagation du Covid ainsi que les conséquences, d'abord en Asie puis en Europe, ont poussé les États membres de l'UEMOA à prendre dès les premiers cas constatés des mesures d'urgence essentiellement d'ordre sanitaire et à élaborer des plans de réponse et de relance qui se sont notamment déclinés en des mesures de soutien aux entreprises et aux ménages pour atténuer les effets de la crise. En conséquence, la question du financement de ces mesures et plans de stabilisation s'est très vite posée, poussant les États membres à solliciter l'appui financier des partenaires techniques et financiers. Des appels à un allègement de la dette des pays les plus pauvres ont également été lancés, y compris par les autorités de l'Union. Dans ce cadre, les institutions régionales ont été très vite invitées par les autorités communautaires à procéder à une évaluation des besoins des États membres et à réfléchir sur des propositions matérialisant leur contribution financière à l'atténuation de l'impact économique, social du choc sur les économies de la région. La Commission de l'UEMOA a ainsi assuré un suivi coordonné de l'évolution de la pandémie. Dans les États membres de l'Union, il s'est également agi pour l'institution de procéder, en collaboration avec la BCEAO, à l'évaluation des effets probables de la crise sur les perspectives macroéconomiques et de convergence régionale à court et moyen terme, ainsi que sur plusieurs secteurs, dont les transports, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans cette évaluation, il faut noter que l'accent a été mis sur les conséquences commerciales et sociales de la pandémie, de même que sur l'analyse de la cohérence des différentes mesures prises ou annoncées par les États membres avec les textes communautaires en vigueur. Pour rappel, il faut noter que le processus de coordination fiscale au sein de l'UEMOA est l'un des plus avancés au monde. Et les mesures prises par les États, dans ces mesures, le volet fiscal est extrêmement important. Globalement, donc, le travail de la Commission a permis de disposer d'un cadre macro-budgétaire qui prend en compte l'impact de la COVID sur les principaux agrégats économiques et budgétaires suivis au sein de l'Union. Ainsi, en 2020, les prévisions de croissance économique et d'inflation de l'Union ont été revues, respectivement à 2,7 et 2,5% contre 6,1 et 6,1%. S'agissant du déficit budgétaire, il ressortirait finalement à 5,5% du PIB contre une estimation initiale de 2,7%. Aucun des États membres de l'Union ne respecterait donc le critère clé en 2020. Pour rappel, à fin 2019, 5 États membres représentant près de 75% du PIB de l'Union ont respecté les 3 critères de premier rang, laissant entrevoir pour la première fois depuis l'adoption du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, l'entrée de l'Union en phase de stabilité en 2020. Conséquemment, pour faire face à ce choc sanitaire et économique, la mise en perspective par la Commission de l'UEMOA des différents plans de riposte et de relance élaborés par les États membres a permis d'aboutir à une estimation globale de leurs besoins financiers qui s'élève à 5 285 milliards. Par grand secteur socio-économique, ces ressources seraient globalement ainsi réparties. Secteur de la santé, 1 255 milliards. Filets sociaux, 717 milliards. Soutien aux différents secteurs économiques affectés par la crise, 3 300 milliards. Ainsi, devant l'ampleur de la crise et des moyens déployés envisagés par les États membres, les autres autorités de l'Union ont décidé de suspendre provisoirement l'application du pacte de convergence. C'est une conséquence majeure de la crise de la COVID-19. Afin de donner suite à l'invite des États, les institutions financières spécialisées de l'Union, la BOAD notamment et la BCEAO, et la Commission de l'UEMOA ont apporté leur contribution financière dans la mesure de leurs prérogatives pour le financement des plans de riposte et de relance. Je vais citer quelques-unes des décisions qui ont été prises. Pour la BOAD, c'est la mise à la disposition des États de 120 milliards, donc 15 milliards par État, mais aussi
la suspension des appels d'échéance en capital pour 76 milliards au titre de l'exercice 2020. Il faut noter que ces contributions ont fait l'objet de bonifications par l'UEMOA pour 15 milliards et par la BCEAO. L'UEMOA a également mis à la disposition des États 10 milliards pour l'acquisition de matériel sanitaire. En ce qui concerne la BCEAO, des financements directs, il faut noter que des financements directs aux États, que nous avons noté aux États-Unis, en Grande-Bretagne, les rachats systématiques d'obligations d'État sur les marchés secondaires, le cas de l'Union économique européenne, en passant par la baisse des taux directeurs et l'augmentation des injections de liquidités, on aura assisté à un véritable changement de paradigme dans la politique monétaire. La BCEAO s'est principalement positionnée sur le dernier régime, c'est-à-dire l'injection de liquidités et la baisse des taux directeurs, à travers une baisse du taux hebdomadaire de liquidité de 2,5% contre une tendance de 4,5% avant la crise, et une augmentation des injonctions de liquidité de 340 milliards par semaine. C'est ça. Notez également une mesure importante à la faveur des États, mise en œuvre par UEMOA titre. Il s'agit des bons sociaux COVID-19, mobilisables sur le marché monétaire pour un montant global prévisionnel de 846 milliards. Il faut noter qu'à la date du 31 mai, les États ont levé 1172 milliards au titre de ces bons COVID-19. Pour encourager de telles mobilisations, la BCEAO a naturellement assuré le refinancement de ces bons sociaux COVID-19 au taux de 2,5%. Des mesures importantes ont également été prises en faveur des entreprises par le biais des établissements de crédit, mais également par le biais des institutions de microfinance. Il s'agit essentiellement de l'élargissement du champ des mécanismes à la disposition des banques pour accéder au refinancement et de la sensibilisation des banques sur l'utilisation des ressources disponibles sur le guichet spécial de refinancement de crédit accordé aux petites et moyennes entreprises. Les banques ont également été autorisées à accorder des reports d'échéance. Ce même schéma a été reconduit pour ce qui concerne les institutions de microfinance. Si ça ne vous dérange pas, dans cette démarche. Oui. Oui. Monsieur le commissaire, allez-y. Oui, cher. Je voulais juste dire si vous pouvez, parce que j'aimerais bien qu'on interagisse. Donc, si vous pouvez un peu conclure sur ces différents points, et on reviendra tout à l'heure pour vous permettre justement de voir comment on a mobilisé la recherche, les données, et par rapport pour répondre à cela. Mais je reviendrai. Je vous laisse conclure peut-être 2 minutes si possible. Monsieur le commissaire. D'accord. D'accord. Bon, donc, ceci, en fait, dans cette démarche, je dirais que quel est le rôle de la communauté locale des chercheurs dans cette prise de décision? De manière générale, les premières analyses qui ont émergé au début de la crise ont surtout consisté en des tentatives de modélisation de l'évolution du nombre de malades dans certains États membres ou au niveau de la région. Toutefois, l'absence de données statistiques, il faut le noter, est fiable émanant des services hospitaliers, de même que l'incertitude sur la durée et les caractéristiques et le mode de transmission de la maladie a généralement conduit à une surestimation de la sévérité des effets de la pandémie, y compris au plan économique dans certains cas. Du point de vue de l'analyse économique, il faut noter que les rares travaux ont été réalisés par les services en charge de la prévision macroéconomique dans les États membres et au niveau des institutions régionales et internationales. Cette situation s'explique par la nature et l'ampleur et le caractère inédit de la crise, mais aussi par les délais courts auxquels les techniciens des États et les autres analystes ont fait face. Les autorités de l'Union ont dû prendre donc des mesures d'urgence, élaborer des plans de riposte dans un contexte de rareté de l'information. À noter que la disponibilité croissante
de ces informations au cours de l'année devrait permettre d'appréhender de manière précise l'impact global de la pandémie sur les économies de la région. Ceci nous permet peut-être de dire 2 mots sur ce que nous attendons de la recherche quant aux enjeux de politique économique à long et moyen terme. Il faut dire que la survenue de la crise a avant tout mis à jour de nombreuses lacunes dans les États en matière d'équipement, d'infrastructures médicales. Malgré un nombre de personnes infectées largement inférieur aux chiffres constatés dans les pays asiatiques. Les problèmes observés ont mis à jour des années d'absence d'investissement conséquent dans ce secteur, pourtant essentiel pour le bien-être des populations. Pour rappel, il faut peut-être noter que la déclaration d'Abuja d'avril 2001, les pays africains avaient adopté une résolution historique les engageant à consacrer au moins 15% de leur budget annuel au secteur de la santé. Au vu de l'ampleur des besoins, donc, une approche communautaire pourrait permettre la mobilisation conséquente de ressources pour la construction de centres d'excellence spécialisés de haut niveau dans les pays de l'Union. Bien entendu, cette situation appelle de la part des autorités régionales de l'Union des efforts importants soutenus en matière d'investissement, de formation, de recherche dans les domaines de la santé dès la fin de la crise. En effet, le désarroi causé par l'arrivée de la pandémie dans la région a aussi mis en lumière les insuffisances des États dans la définition des protocoles de gestion de crise sanitaire et surtout dans la promotion des chaînes de production de médicaments et de matériel médical. Il faut donc des initiatives courageuses afin de développer une véritable économie de la connaissance à travers l'accompagnement des centres de recherche de la région, la mise en place de programmes de recherche communautaires, le renforcement des actions de mise en réseau des chercheurs, le renforcement significatif des programmes de bourse de recherche et l'accompagnement du secteur privé. En effet, de telles initiatives devraient permettre à l'Union ou à nos pays d'une manière générale de renforcer leur capital humain et de favoriser l'émergence d'un secteur privé innovant, animé par des nouvelles technologies, mais surtout compétitif. À ce niveau, la réorientation des PPP dans les domaines de recherche appliquée en médecine, mais aussi dans le domaine agroalimentaire, à mon sens, pourrait contribuer de manière significative au renforcement du plateau médical de l'autosuffisance alimentaire dans les États membres. Pour rappel, en 2006, le Conseil exécutif de l'Union africaine a défini pour tous les États membres la cible de 1% du PIB à consacrer à la recherche et développement. Or, selon les estimations de l'Institut statistique de l'UNESCO, seule l'Afrique du Sud, le Kenya et le Sénégal seraient proches de ces montants. Tout à fait. Okay. Par ailleurs, l'hétérogénéité des mesures annoncées ou adoptées par les États membres en réponse à la crise a clairement, à mon sens, fait apparaître un certain nombre de couverts par les instances communautaires, y compris par la Commission de l'Union. C'est le cas des politiques économiques, des politiques commerciales, des transports humains en général, qui nécessitent davantage de coordination et d'harmonisation à travers les efforts renouvelés des institutions communautaires. D'accord. En effet, la crise a mis en relief, Monsieur le commissaire, la fragilité des fondamentaux économiques et budgétaires dans la plupart des États. Ainsi, malgré les performances de croissance relativement importantes qui ont été réalisées, je termine, par les différentes économies de l'Union. Au cours des dernières années, la crise semble avoir sévèrement porté atteinte à la stabilité macroéconomique et budgétaire. Dès lors, il me paraît urgent et indispensable de réfléchir à la définition des politiques, à la mise en œuvre de réformes structurelles susceptibles de renforcer durablement la résilience des économies de la région. La résilience d'une économie étant dynamique et s'effectuant au gré des mutations sociales et économiques, elle doit constamment s'adosser sur des recherches empiriques pour permettre l'adaptation des politiques économiques. Enfin, les efforts importants doivent être faits dans le domaine de la gouvernance publique, notamment en matière d'efficacité dans la mobilisation des recettes budgétaires, de choix des investissements publics et d'efficacité des dépenses irrelatives. Plus globalement,
il ressort de l'analyse des effets de la pandémie sur les économies de l'Union, l'importance pour les États membres de mener des politiques budgétaires contracycliques susceptibles de leur offrir un espace budgétaire suffisant, important en cas de choc adverse, tel que celui que nous connaissons. Les contraintes importantes dans le cadre du financement des plans de riposte ambitieux élaborés par les États illustrent à souhait la nécessité de réflexions approfondies sur ces questions et surtout dans le contexte sécuritaire difficile qui caractérise la région. Voilà donc les quelques mots que je voulais dire, dresser un état des lieux, évoquer quelques solutions préconisées et mises en œuvre, mais également énoncer autant de questions que soulèvent ces réflexions. Je vous remercie pour votre aimable attention. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je suis désolé parce que le temps est tellement court. On est tous confinés et on aimerait terminer à 17h30. Donc voilà, c'est à 17h, pardon. C'est pour ça que je me permets un peu de m'assurer qu'on est dans le timing. En tout cas, c'est tellement intéressant parce que c'est nous-mêmes qui avons un peu demandé beaucoup de choses certainement. Et parce qu'on vous a demandé de nous dire quelle est la situation, la réaction de l'UEMOA, mais en même temps, et c'était deux questions ensuite, les chercheurs pourraient, est-ce qu'ils ont été impliqués, comment tout ça a été fait. C'est pour ça qu'on trouve que c'est normal que vous ayez plus ce temps. Par contre, je vais juste rappeler, pour compléter et terminer, et donner la parole aux différents ministres qui sont là avec nous, c'est que dans le contexte du Covid, on a vu que les gouvernements ont réagi rapidement. Mais le défi, et vous le mentionnez très bien dans votre introduction, c'est de trouver parfois des données. Vous avez parlé de tentatives de modélisation, l'absence de données statistiques sur les services hospitaliers. On aimerait bien entendre justement les différents ministres qui sont là et les autres panélistes, comment aujourd'hui on peut s'assurer que les décisions publiques sont ancrées dans des évidences scientifiques. Et on connaît que le temps du décideur politique, souvent, c'est un temps relativement court, alors que le chercheur, il se dit qu'il a beaucoup de temps. Comment on organise la relation entre les utilisateurs finaux des résultats et les experts qui produisent la connaissance? Mais enfin, et je me permets de donner la parole tout à l'heure à Madame le ministre Bagayoro Ly Ramata, c'est globalement, disons, est-ce que les décideurs sont au départ, est-ce qu'ils arrivent à les formuler? Est-ce qu'aujourd'hui, en l'ancrant dans la recherche, dans les attentes des décideurs, la pertinence de la recherche n'est pas plus assurée? Ça, je demande ça aux chercheurs. Mais comment cela s'articule dans votre département ministériel? Donc, si vous pouvez nous dire rapidement comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire et surtout, est-ce que vous avez mobilisé des données? Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? Madame le ministre, vous avez la parole. Bagayoro Ly Ramata. Vous pouvez allumer votre micro et votre... Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Merci, je voudrais rapidement, le temps est court, remercier le CRDI et le réseau des think tanks pour cette belle initiative. Alors, la question qui m'avait été posée, donc, c'était par rapport à mon département ministériel. C'était la question suivante, relative à l'approche à utiliser pour mettre à contribution la communauté scientifique en vue de relever les défis auxquels est confrontée la femme dans le cadre de la COVID. Et rapidement, nous savons tous que cette pandémie de la COVID a impacté négativement toutes les perspectives de développement économique, social et politique, compromettant notamment les objectifs d'autonomisation de la femme et de réduction des inégalités que nous nous étions fixés. Et force est de constater donc que cette crise sanitaire a eu un impact négatif indéniable sur les femmes. Tout d'abord, en ce qui concerne la perte des revenus pour les femmes, vous savez tous que les femmes sont le plus souvent dans le secteur informel. Et donc, ça pose des problèmes. Il y a une perte au niveau des revenus, ou bien les femmes qui sont dans les vendeuses, qui sont dans les marchés. Vous avez également comme conséquence aussi l'augmentation des violences basées sur le genre. Le confinement entraîne des moments de stress et nous avons assisté en tout cas en Côte d'Ivoire à une résurgence des violences
basée sur le genre. Et également, on a eu un impact négatif de la crise avec des risques de contamination des femmes dans les marchés. Vous avez une concentration des femmes dans les marchés et le respect des règles barrières est très difficile. Nous avons été confrontés à cela. Et comme quatrième autre problème, c'est l'augmentation de la charge de travail non rémunérée de la femme. Vous savez que les écoles avaient été fermées et l'éducation revient à la femme. Et quand il y a des malades, c'est toujours la femme qui prend en charge. Et donc, il y a tous ces problèmes-là que nous avons connus. Et effectivement, l'État n'est pas resté silencieux. Le gouvernement a mis en place des plans. Et le conseiller en charge de l'économie parlera de ça mieux que moi, mais 2 plans. Il y a eu d'abord un plan de riposte sanitaire pour endiguer la maladie et ensuite un plan économique, social et humanitaire d'une valeur de 1 700 milliards de dollars, des francs CFA pour prendre en charge les entreprises, le secteur informel et les personnes démunies. Et nous avons nous-mêmes, au niveau de notre ministère, mis en place un plan de riposte local, au niveau local par la prise en charge des enfants démunis et nous avons confiné les enfants en situation de rue dans les institutions et une 50aine même ont accepté d'aller à la maison. Et nous avons également mis en place une plateforme, renforcé notre plateforme de prise en charge des violences basées sur le genre. Mais je vais revenir rapidement donc au problème de la recherche. Quel lien nous avons pu avoir avec la recherche? En fait, ce qui ressort de cette crise, c'est que cette crise nous interpelle, montre que nous devons nous prendre en charge. Parce que nous avons vu qu'il y a eu la fermeture des frontières a fait que même pour avoir les médicaments, c'était difficile. Et donc, comme Kizerbo l'a dit, nous devons être le centre de nous-mêmes et non la périphérie des autres. Et pour cela, déjà, les chercheurs en Côte d'Ivoire se sont engagés rapidement pour essayer d'apporter des solutions par rapport déjà à l'Institut national de polytechnique Houphouët-Boigny, par rapport aux respirateurs buccaux. Et puis, vous avez également des chercheurs qui ont travaillé sur des solutions à base de plantes. Parce qu'on dit que les gels, ce n'est pas de la recherche, mais ça, c'est à base de plantes qui sont moins allergisantes et à base de nos intrants. Et ça, c'était quand même à relever, c'est important. Et vous avez également l'Institut Pasteur qui travaille sur le séquençage du génome du virus. Et quel lien avec les politiques publiques? Le gouvernement a mis en place un fonds pour la science et la technologie de 1 milliard en vue d'encourager les chercheurs à conduire leurs différents travaux. Et pour trouver donc des médicaments qui puissent permettre d'endiguer la maladie et d'apporter des réponses scientifiques claires à des questions de fond du point de vue économique, sociologique, anthropologique dans la lutte contre la pandémie. En plus de ce financement qui a été apporté par le gouvernement, nous avons le secteur de la recherche qui est bénéficié d'appui par les partenaires, comme le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique qui financera 15 projets de recherche sur la COVID, et notamment dans le domaine technologique, sociologique et économique. Alors, nous, ce que nous voudrions pour améliorer notre stratégie de riposte, c'est le développement de ressources humaines spécialisées basées sur le genre. C'est l'élaboration dans un cadre régional, l'espace IOMOA, pourquoi pas l'espace CEDEAO, de phytomédicaments issus de nos savoir-faire traditionnels. Ça, c'est essentiel. À l'Université Félix Houphouët-Boigny, nous avons aujourd'hui une unité de production de phytomédicaments. Et je pense que si on met les compétences techniques ensemble, si on met les ressources humaines ensemble, nous pouvons trouver rapidement quelque chose pour la COVID et pour d'autres maladies comme l'hypertension, le diabète, en tout cas les comorbidités. Et également, nous pourrons donc faire la domestication des plantes médicinales avec la participation des femmes à la culture de ces plantes pour pérenniser donc ces plantes médicinales. Et nous avons également la possibilité de développer des intrants à partir de notre savoir traditionnel pour les médicaments, c'est-à-dire avec l'amidon de maïs, l'amidon de
de manioc. Donc, nous avons beaucoup de potentialités que nous pouvons développer. Nous avons également le développement des capacités des femmes productrices au niveau de l'agriculture durable par l'utilisation de biopesticides biologiques qui sont à l'université Félix Houphouët-Boigny. Il y a une unité de biopesticides qui a produit des biopesticides pour les différentes cultures vivrières. Et vous savez que ce sont les femmes qui sont dans les cultures vivrières, 90% en Côte d'Ivoire. Et donc, nous avons déjà dans notre département mis en contact les chercheurs avec les femmes dans le vivrier. Et elles ont ainsi appris à quel moment cultiver, faire la culture pour que la production soit importante en fonction du climat et comment utiliser ces biopesticides. Et c'est la même chose aussi par rapport aux tubercules. Vous savez que, par exemple, le manioc, vous avez à l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a un institut qui a mis au point les semences résistantes. Parce que quand les femmes vont produire le manioc, au bout d'une semaine, malgré la pénibilité du travail, le manioc pourrit. Et avec ces semences résistantes, vous avez donc la conservation du manioc. Et puis, vous n'avez pas l'utilisation de grandes surfaces pour faire la production de manioc ou d'autres tubercules. Et également, nous aurons souhaité aussi un renforcement des mécanismes de transformation et de commercialisation des produits vivriers à l'échelle internationale. Parce que nous avons le cas de la tiéké lyophilisée qui est vraiment très bien. Quand on réchauffe la tiéké, qui est donc du manioc râpé et mis à la vapeur, c'est comme si on venait de faire de manière traditionnelle. Nous avons également le karité qui a obtenu la certification biologique. Alors, donc, en fait, pour nous résumer, j'étais un peu pour dire qu'il y a un potentiel et qu'avec les fonds mis en place, nous pourrons, je pense, faire un bond en avant et en fait, pouvoir développer, apporter les solutions au problème de la COVID. Et puis, vous avez le CAMES qui vient de mettre en place le prix Macky Sall. Donc, tout ça peut contribuer donc, à permettre à la recherche d'apporter des solutions au problème de la COVID. Ça, c'était la première question. Je ne sais pas si je continue ou si je m'arrête là. Je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. Le micro. Voilà, c'est vrai. Merci beaucoup, Madame le ministre. Vraiment, c'est très, très pratique. Et je crois que ça complète ce que Monsieur le commissaire vient de dire tout à l'heure, de façon avec des exemples très précis. On reviendra là-dessus. Comme on est dans un panel, on écoutera les autres panélistes et on aura des questions. Et là, vous aurez l'occasion justement de revenir sur un certain nombre de points qui sont soulevés. Et encore une fois, merci. Donc, je voudrais introduire Madame le ministre Assom Aminata Diatta, si son micro marche, surtout si la caméra marche. À défaut, peut-être on peut le faire sans caméra. Madame le ministre, vous nous entendez? Madame le ministre? Non. Je crois qu'elle avait quelques soucis de caméra et de micro plutôt. Ce que je vais proposer, c'est qu'on écoute le professeur Isaac Tamba, directeur général de l'économie, ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire du Cameroun. S'il peut peut-être nous dire du côté du Cameroun, comment aujourd'hui, eux, du point de vue de recherche, comment ce que vient de dire monsieur le commissaire et madame le ministre, on peut peut-être en tout cas échanger là-dessus. Est-ce que madame le ministre est encore là? Non. Donc, je laisse la parole au professeur Isaac Tamba, s'il vous plaît. Professeur Isaac Tamba? Il est là, oui. Voilà. Je suis là, mais je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Parce qu'on m'a dit que l'animateur m'a privé de micro et de vidéo. Non, non, on vous entend. Mais de la vidéo. Bon, mais ce n'est pas grave. Même sans vidéo, vous commencez à parler, vous avez déjà vu. Ce qu'on voudrait vraiment avoir de vous, monsieur le directeur général, c'est du côté du Cameroun. Voilà, on voit très clairement et c'est mieux ici. On voudrait vraiment savoir aussi, du point de vue de la recherche, comment vous voyez, en tout cas par rapport aux besoins de la recherche et comment vous l'intégrez dans les décisions de politique publique, monsieur le directeur général. Deux choses. Vous savez, sur le plan de la décision politique,
on peut situer les demandes à deux niveaux. Un premier niveau où il y a une planification des besoins de développement qui est faite dans le cadre des... Je crains qu'on vous entend un peu faiblement. Je pense que c'est votre micro. Oui. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui, là, c'est très bien, monsieur le directeur général. Alors, je disais qu'on peut situer les besoins de la décision politique à deux niveaux. Et ces deux niveaux dépendent, j'allais dire, des problématiques en termes d'orientation, de formulation de nos besoins de développement. Le premier niveau, c'est celui où on planifie, on fait une planification, comme nous l'avons fait en 2010, pour que le Cameroun devienne un pays émergent à l'horizon d'une génération. Et dans ce cas, on sait quelles sont nos attentes, on sait quel est le chemin qu'il faut parcourir pour atteindre les résultats escomptés, mais la manière d'atteindre ce résultat nous échappe. Et à ce niveau-là, justement, on associe les milieux de la recherche, les milieux universitaires, parce qu'il s'agit de faire une planification sur la durée. Malheureusement, ce type de demande, elles interviennent une fois, soit tous les 5 ans, soit tous les 10 ans, quand il faut renouveler ou bien actualiser nos outils de programmation de développement. En ce moment-là, on associe la recherche. Nous l'avons fait en 2010. Nous l'avons fait de faire une évaluation à mi-parcours de ce document de stratégie de notre programme d'émergence à l'horizon 2035. Et nous venons de le faire dans le cadre de la deuxième phase de notre stratégie de développement pour être émergent à l'horizon 2035. Donc ça, c'est ce que je pourrais qualifier de premier niveau de collaboration avec les milieux de la recherche. Et à ce niveau-là, il y a quand même une relation assez fluide entre les milieux de la décision politique, notamment le ministère de l'économie, et les milieux de la recherche. Par contre, le deuxième niveau de collaboration peine à se mettre en place, pour la simple raison que, comme vous le savez, la décision politique se formule en général dans l'urgence, comme c'est le cas de la COVID-2019. Et ça, c'est le premier constat. Quand il s'agit de formuler des politiques conjoncturelles, et c'est celle-là qu'on a le plus dans nos pays, et au Cameroun en particulier, il faut qu'il y ait de l'autre côté une réponse qui soit prête. Cela suppose d'abord la disponibilité et ensuite une capacité de réaction, une capacité de réponse, une capacité empirique et une capacité documentaire qui malheureusement fait encore défaut en ce qui concerne le Cameroun. C'est la raison pour laquelle nous associons très souvent nos collègues des universités quand on a le temps pour formuler notre programme de développement, pour formuler nos stratégies sectorielles qui sont sur 5 ans, nos programmes de développement à l'horizon d'une génération, nos programmes de planification à l'horizon d'une décennie et nos programmes sectoriels à l'horizon de 5 ans. À ce moment-là, oui. Mais pour des cas comme ceux-ci, je dois dire qu'on fait face à une certaine... il y a un manque de ce côté-là. Parce que pour le cas de la COVID-2019, il a fallu... le premier cas a été déclaré au Cameroun le 1er ou le 2 mars. Et dès le 3, il a fallu que nous nous mettions au travail. Heureusement, nous avions, au niveau de la direction générale de l'économie, nous avons des instruments de veille qui nous ont permis de proposer quelque chose et d'aboutir aujourd'hui à une stratégie de riposte face à la COVID, une stratégie gouvernementale de riposte face à la COVID et de résilience économique et sociale. Et pour que cette collaboration soit plus fluide, nous pensons qu'il faut qu'il y ait davantage de think tank, qui soit capacité. Quand je dis capacité, parce que la décision politique n'attend pas. On formule une demande et on veut une réponse dans l'immédiateté. Cette réponse, au-delà de 48 heures,
elle peut ne plus être d'actualité. Et à ce niveau, nous avons besoin d'avoir, au-delà des chercheurs individuels, on a besoin d'avoir des structures qui soient constituées, qui soient formalisées, à l'instar des think tanks, et qui soient capacitées en outils de prévision, en outils de surveillance et de veille économique, qui soient capacités aussi, même sur le plan documentaire. Je pense que c'est actuellement ce qui fait défaut, au point que nous travaillons avec des structures comme l'Institut national de la statistique sur des aspects qui, en principe, révéleraient des centres de recherche ou bien des laboratoires dans les universités. Donc voilà ce que je pourrais vous dire rapidement sur la question que vous m'avez posée. Distinguer les deux niveaux. Un niveau où, quand on veut planifier, comme on le fait dans nos documents de stratégie à moyen et long terme, on a le temps d'associer les collègues de l'université, mais de plus en plus en ce qui concerne les réponses, les politiques, les décisions conjoncturelles, où on a besoin de think tanks qui soient capacités. Là, à ce niveau, il faut encore que nous les étoffions. Je veux dire, ces think tanks. Nous avons le centre de recherche d'économie et de gestion de l'Université de Yaoundé 2, qui est sinon la seule structure qui existe dans ce sens. Mais à ce niveau-là aussi, il faut capaciter davantage. Vraiment, c'est très, très apprécié, le professeur Tamba. Je crois que là, ça donne des propositions très concrètes en termes de comment les décisions politiques se formulent dans l'urgence et comment, en tant qu'ancien chercheur, parce que vous êtes professeur et vous êtes aussi décideur aujourd'hui, comment ces deux, en tout cas, casquettes vous permettent peut-être de prendre en charge des préoccupations, même dans l'urgence. Je crois que ça, c'est très intéressant et on y reviendra tout à l'heure. C'est le temps d'introduire Madame le ministre Assom Aminata Diatta, ministre du Commerce et des petites et moyennes entreprises du Sénégal. Donc, Madame le ministre, vous avez la parole. Comme votre collègue de Côte d'Ivoire et le professeur Tamba, vous avez aussi 7 minutes pour introduire par rapport à comment ça s'est passé dans votre département ministériel. Est-ce que vous avez eu besoin de recourir à des données de recherche? Sinon, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans votre ministère? Je vous remercie. Vous avez la parole. Je vous remercie, docteur. Bonjour, Madame le ministre. Bonjour, monsieur le commissaire, messieurs les professeurs et chercheurs, chers panélistes. Donc, je me réjouis de prendre part à ce webinaire qui, en plus de son aspect technique très intéressant, m'offre l'opportunité de revoir le professeur Galadio, qui m'a eu en Côte d'Ivoire en 2012-2013 au programme GPE. Donc, au Sénégal, évidemment, comme beaucoup d'autres pays, la maladie COVID-19 a eu un impact très dur sur nos PME. Vous l'avez rappelé, les PME, petites et moyennes entreprises, c'est l'essentiel du tissu économique au Sénégal. Et 97% de ces PME sont dans le secteur informel. Dans un tel contexte, on peut comprendre aisément en tout cas, le coup dur que peuvent ressentir ces PME. En ce qui concerne mon département ministériel, nous n'avons pas à proprement parler travaillé directement avec les chercheurs, mais nous avons des structures techniques qui nous ont accompagnés, qui ont accompagné les PME. Et récemment, il y a une étude d'ailleurs qui a été réalisée par l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises pour voir dans quelle mesure les petites et moyennes entreprises utilisent les ressources mises en place par le président de la République pour aider les PME dans le cadre du programme de résilience économique et sociale. Et cette étude qui est réalisée sur un échantillon de 800 entreprises à travers tout le pays, nous a permis de recueillir des informations extrêmement importante et cette étude également nous a permis de savoir que souvent l'outil mis en place n'est pas bien perçu, n'est pas compris par les entreprises qui ont besoin d'un accompagnement pour y accéder. Donc, cette information nous a permis aussi de réorienter certaines de nos actions.
Mais dire également, depuis le début de la pandémie, même les activités d'encadrement se sont poursuivies. Il y a des plateformes mises en place. Il y a une plateforme intitulée Arsunucom, mise en place par l'ADPME pour poursuivre l'encadrement, mais aussi aider les entreprises. Nous avons également mis en place 2 plateformes. Une plateforme qui regroupe les entreprises qui s'activent dans le e-commerce, parce qu'on s'est dit que ce contexte est un contexte favorable au développement du commerce électronique. Et donc, nous avons jugé utile d'avoir toutes les entreprises de e-commerce sur une même plateforme. De notre côté, nous avons développé une autre plateforme qui regroupe des producteurs, des transformateurs, ceux qui font en tout cas des produits locaux. Je le disais tout à l'heure, ça a un impact, la maladie a eu un impact sur beaucoup de filières, sur les filières horticoles notamment. Vous savez, nous avons une forte production maintenant de certains produits horticoles. Et avec l'interdiction des rassemblements, donc on avait un problème d'écoulement de ces produits. Nous avons pu, avec certains commerçants et l'accompagnement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide, mobiliser certains financements pour aider les commerçants à acquérir les produits et donc faciliter en tout cas l'écoulement de ces produits. Il y a une autre filière également qui est fortement secouée, à savoir la filière Anacarte. Là aussi, nous avons mobilisé certains financements pour les acteurs et permettre un peu l'approvisionnement, de même que la filière avicole. Donc, notre action est surtout marquée par ces différentes interventions, une intervention technique avec l'accompagnement technique, mais une intervention beaucoup plus qui se rapproche beaucoup plus du volet financement en accompagnant les PME à avoir beaucoup plus facilement accès donc, au financement dans ces périodes difficiles pour constituer leur stock, mais aussi poursuivre leurs activités. Aujourd'hui, j'ai signé avec le PNUD un projet, une convention pour la mise en place d'un projet d'appui au secteur productif des populations les plus vulnérables. Donc, un projet qui va aider à les PME qui sont dans les micro et petites entreprises qui sont dans certaines communes à être beaucoup plus, à faire face en tout cas à la crise, donc encourager l'entrepreneuriat. Et ces entreprises qui sont visées, c'est surtout des entreprises de jeunes et de femmes qui sont les plus touchées durant cette période de pandémie. Donc, plus de 200 entreprises seront concernées dans cette première phase pilote. Donc, nous avons beaucoup d'autres actions que nous sommes en train de mener sur le terrain, mais compte tenu du temps, je voudrais m'en limiter là. Vraiment, merci beaucoup, Madame le Ministre. C'est très apprécié, en tout cas cette présentation aussi qui complète celle de votre collègue et des autres, et du commissaire, et bien sûr et du professeur Tamba. Donc, sans plus tarder, je vais justement donner la parole au professeur Ngaladjo, conseiller spécial du ministre de l'Économie et des Finances et ancien commissaire des politiques macroéconomiques de la CEDEAO. Monsieur Ngaladjo, vous avez 7 minutes maximum. Merci, le directeur. Bon, je crois que ma tâche a été déjà largement facilitée par mes prédécesseurs. Bon, par rapport au fil conducteur que j'ai reçu, j'allais dire que déjà, si on veut se situer par rapport à la question relative à la mobilisation de l'expertise locale par rapport à l'expérience de cette pandémie, nous ici, au niveau de la Côte d'Ivoire, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, je crois que Madame la ministre l'a indiqué tantôt, il y a eu un plan de réponse sanitaire qui a été très rapidement élaboré, portant sur 95 milliards. Et puis, on a pris quelques temps, au niveau surtout du ministère de l'Économie et des Finances, de réfléchir un peu à l'élaboration d'une riposte économique, sociale et humanitaire face à la pandémie. Et dans ce cadre-là, bon, bien entendu, on a utilisé, c'est vrai, les services techniques
de la prévision du ministère de l'économie et des finances pour faire un travail. Ben, ça, c'était déjà pour voir par rapport au cadrage macroéconomique qui avait été réalisé, quelles devraient être les conséquences et les changements à avoir. Mais en même temps, on a pris le soin de s'adresser au think tank local, qui est la cellule d'analyse des politiques économiques. Je crois que le professeur Aouré pourra en dire quelques mots tantôt, pour leur demander également de nous faire une réflexion, une évaluation de l'impact possible de la pandémie sur l'économie ivoirienne. Et là également, ils ont pu faire ce travail-là assez rapidement parce qu'en moins de 2 semaines, en tout cas, on a pu avoir des éléments qu'ils ont produits et qui étaient relativement proches des conclusions auxquelles aboutissait la direction de la prévision. Donc, sur la base de ces éléments-là, c'est ce qui a permis d'évaluer et d'estimer un peu quel serait l'accompagnement que le gouvernement pourrait mettre en place pour essayer d'endiguer un peu les effets de la pandémie. Ce qui a permis de construire donc ces plans de 1700 milliards qui a été décliné en fonction des différents aspects et des résultats justement de ces différentes analyses qui ont été réalisées à la fois par la CAPEC et par la direction de la prévision. Donc, je pense que là, il y a eu cet effort de prise en compte de la réflexion locale. Maintenant, parallèlement à cela, sur la dimension de la lutte contre différents aspects, la prévision de la propagation de la maladie, la rupture de la chaîne, Madame le ministre l'a déjà indiqué, au niveau de l'Université Félix Houphouët-Boigny, au niveau de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny, etc. En tout cas, tout a été mis en branle pour que des propositions puissent être faites et certaines équipes de chercheurs ont pu mettre à disposition des produits qui pour désinfecter, qui pour laver les mains, etc. et autres. Donc, vraiment, tout ça a été mis en place. Alors, donc, c'est dire que, et même toujours dans cette logique-là, je crois d'ailleurs, c'est Madame la ministre, quand elle était encore, parce qu'elle a été présidente de l'Université Félix Houphouët-Boigny avant d'être ministre même de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Et pendant ce temps-là, elle avait fortement œuvré à la création d'un fonds qui est justement maintenant opérationnel, qui est le fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Donc, ces fonds-là, étant en place, vient a lancé il y a quelques jours un certain nombre de recherches dans justement le cadre de la COVID, dans différents aspects, aussi bien des recherches en sciences sociales qu'en sciences médicales, qu'en technologie et innovation. Donc, tout cela est mis en branle. Alors, mais quand on regarde les questions importantes qui se posent, et moi, de mon expérience en tant que, aussi bien à l'UEMOA qu'ici à la CEDEAO, que ministère de l'économie et des finances, on voit bien apparaître un certain nombre de préoccupations importantes sur lesquelles il va falloir que la recherche, notamment en sciences sociales, en sciences économiques, essaie de travailler assez rapidement. Parce que là, professeur, vous pouvez le faire en 2-3 minutes maximum, si possible. C'est ce que je vais essayer de faire assez rapidement. Merci. On a, comme on l'a vu avec la COVID, les politiques commerciales qui changent totalement de paradigme. Et je crois que ça va avoir un effet important dans les années à venir. Donc ça aussi, il faut que nos centres de recherche vraiment commencent à travailler sur cette question parce que les avantages comparatifs qu'on utilisait jusque-là pour essayer d'organiser les questions de compétitivité, ça va changer totalement de logique. On est obligé d'en tenir compte. Ensuite, les politiques monétaires, on parlait ces derniers temps de politiques monétaires accommodantes, mais ce qu'on est en train de faire, c'est totalement, il y a 2 ans, si on disait à l'un de nous d'envisager ce type de politique monétaire, on aurait dit, mais
c'est de la folie. Donc ça aussi, il faut qu'on commence à regarder quelles vont être les conséquences de ces changements-là, et puis est-ce que ça va durer dans le temps et comment ça va impacter nos réflexions. Une autre question importante, c'est celle des déficits budgétaires. Alors, tous les pays du monde ont vu aujourd'hui leur déficit budgétaire exploser. Et ça pose en même temps la question de la dette publique, des dettes souveraines. Bien sûr, même avec ces histoires de moratoires, d'accord, mais ça veut dire que dans 1-2 ans, il faut payer beaucoup plus. Alors, comment est-ce qu'on va être capable de faire face à ça? Ça aussi, je pense qu'il nous faut rapidement mener des réflexions là-dessus. Sinon, là, on va se retrouver face à des situations qu'on ne pourra pas résoudre. Maintenant, la dernière chose, c'est le changement même de la stratégie de développement de nos pays. C'est vrai, on parlait beaucoup, utilisait beaucoup ces derniers temps le terme de transformation structurelle. Mais cela signifie qu'il nous faut avoir, au jour d'aujourd'hui, et la COVID l'a révélé, une meilleure connaissance de nos écosystèmes socio-économiques. Là, par exemple, pour essayer d'intervenir, pour accompagner ce qu'on appelle les personnes fragiles, machin, etc. Mais est-ce que nous avons comme études statistiques ciblées sur eux? On n'a pas suffisamment d'éléments. Et là aussi, il faut que de plus en plus nos instituts nationaux de statistiques puissent partager suffisamment d'informations avec les centres de recherche et que nous-mêmes, en tant qu'enseignants-chercheurs, nous orientons nos thésards, nos étudiants en master à travailler sur des questions vraiment locales et à être également des projecteurs de statistiques utiles pour ce type de questions-là. Sinon, tant qu'on va continuer à travailler sur des thématiques à la mode qui concernent plus d'autres pays que nos propres pays, ben, on va se retrouver très souvent impuissants face à ces situations-là pour pouvoir donner des réponses rapides aux décideurs. Donc, voilà ce que j'allais dire assez rapidement. Excellent. Merci beaucoup, professeur Ngaladio. On vient de faire le tour des panélistes. Vraiment, je pense que le dernier point que vous avez soulevé, qui définit aujourd'hui notre agenda de recherche. Est-ce qu'on écoute les décideurs? Est-ce que les décideurs écoutent les chercheurs? Comment cette synergie peut se mettre en branle? Je crois que là, on est au cœur de notre sujet. Malheureusement, c'est tellement intéressant ce que tout le monde est en train de dire ici que le temps, malheureusement, est très limité. Il nous reste à peine une vingtaine de minutes. Je demanderai vraiment une dérogation, peut-être pour une quinzaine de minutes, pour me permettre justement d'introduire Flaubert, qui va donner la parole à 2 chercheurs qui ont été dans le processus de planification des politiques publiques, notamment le professeur Alban Aouire et le professeur Benjamin Fomba du Cameroun et Alban de Côte d'Ivoire. Donc, Flaubert, je te laisse la parole pour introduire, mais ils n'ont que 3 minutes par intervenant. Et vraiment, j'aimerais, après, vous allez prendre 2 minutes, ça fera 8 minutes, et on revient maintenant aux panélistes sur la base des questions que nous avons ramassées pour échanger avec eux et pour clôturer, aller vers la fin de notre session. Donc, Flaubert, tu as la parole du CRDI. Merci, Cheikh. Alors, en termes d'implication de l'expertise locale dans la recherche de solutions aux défis posés par la COVID, nous avons, dans le cadre de ce webinaire, 2 partenaires du CRDI. Et j'aimerais commencer par le professeur Fomba, qui est chercheur au Centre de recherche en économie et gestion de l'Université Yaoundé 2 au Cameroun, qui a travaillé amplement avec la Banque mondiale, avec l'Organisation internationale du travail, qui a travaillé sur des projets du CRDI. Donc, professeur Fomba, est-ce que vous pouvez nous dire en 3 minutes, n'est-ce pas, comment, dans le cadre de la réponse, n'est-ce pas, à cette pandémie, vous avez contribué à la réflexion conduite par les instances dirigeantes du Cameroun? Comment cette mobilisation s'est faite? Quelles difficultés vous avez rencontrées? Et puis, quels apprentissages vous en tirez en termes des perspectives à venir? Professeur Fomba? J'ai activé son micro. Normalement, il doit apparaître. Donc, en 3 minutes, si vous pouvez partager votre expérience, s'il vous plaît.
Merci Flaubert. Je veux dire, mon expérience par rapport à la lutte contre la COVID a été essentiellement celle que je vis au sein du Conseil scientifique des urgences en santé publique. Je veux dire, au sein de ce conseil, c'est un travail exaltant. C'est un travail exaltant. Comme l'a rappelé tous mes prédécesseurs, le temps du décideur, qui est du gouvernement, n'est pas le temps du chercheur. En principe, le décideur n'a pas de temps. On vous envoie une demande d'avis et vous avez maximum 48 heures pour répondre à cette demande d'avis. Si vous ne répondez pas, le décideur va répondre comme il entend. Et donc, vous devez décider, utiliser le temps qui vous est imparti pour décider. Or, au sein de ce conseil scientifique, nous sommes des scientifiques, donc nous avons basé notre méthodologie sur des évidences scientifiques. Donc, il faut faire des revues de la littérature, il faut faire des fouilles documentaires, des fouilles d'informations pour pouvoir justifier vos avis. Or, vous avez un temps très court qui n'est pas le temps du chercheur habituel. Ce qui signifie qu'il faut déjà avoir une certaine capacité à trouver ces informations lorsqu'elles existent, à les mobiliser, à mobiliser cette littérature pour pouvoir répondre de façon efficace et efficiente à la demande du gouvernement. Au sein du Conseil, nous sommes amenés à élaborer des protocoles médicaux, nous sommes amenés à élaborer même des protocoles sociaux, à contribuer à la décision, aux décisions sociales. Donc, le Conseil était un conseil scientifique des urgences sanitaires, mais on se retrouve en train de répondre à toutes les questions sociales, économiques qui étaient liées à la maladie. Je me rappelle, on a eu toute une session sur la discussion sur le fameux article du Lancet. Et je suis très content que notre conseil ait décidé de ne pas tenir compte des conclusions de cet article, malgré le fait que l'OMS et les pays à grandes ressources de recherche comme la France avaient déjà pris une décision. On a pris sur nous de prendre une décision contraire et quelques jours après, on nous a montré qu'on n'avait pas totalement tort. Donc, je crois que de ce côté-là, on a un conseil scientifique qui évolue selon les règles de l'art, mais je veux insister sur le fait que les délais sont extrêmement courts. Et nous avons un gros problème, ça a déjà été souligné. Nous avons identifié au sein du Conseil les priorités de recherche. Nous avons mis sur pied des mécanismes pour mobiliser certaines données, notamment des données cliniques, pour pouvoir élaborer des résultats pour répondre à certaines préoccupations. Mais nous sommes confrontés à ce problème d'appui financier parce que jusqu'ici, le gouvernement a mis des fonds à disposition, mais on ne voit pas de façon très claire jusqu'à maintenant quelle est la part qui va être réservée à la recherche. Donc là, nous avons assez de problèmes et nous sommes obligés d'être dépendants des recherches des autres pays. Parce que lorsque nous faisons la revue de la littérature qui va nous conduire à décider, nous utilisons essentiellement les grandes revues scientifiques avec notre esprit critique aussi. Et là, nous utilisons, on va dire, les résultats des autres pays pour décider sur nos pays, ce qui augmente notre taux de dépendance par rapport aux recherches des autres pays. Or, nous avons nos spécificités qui exigent que nous ayons nos propres recherches sur nos propres questions par rapport à la COVID. C'est la même maladie, mais les comportements sociaux ne sont pas les mêmes. Du coup, les politiques ne peuvent pas être les mêmes. Par exemple, au niveau du confinement, aucun pays africain n'a vraiment confiné comme dans les pays développés parce qu'on n'a pas la même structure économique que ces pays et on ne pouvait pas se donner ces luxes-là. Donc, nous avons opté, même au sein du Conseil, à proposer un confinement limité, quitte à ce qu'on essaie de voir comment on encadre les conséquences qui vont venir avec. Donc, il y a un grand besoin de mobiliser des bases de données nécessaires pour traiter ces questions. Et quand ces bases de données existent, là, j'interpelle mon aîné, mon grand frère, le professeur Tamba, il est difficile, il n'y a pas une collaboration directe entre les universités et les administrations. La direction générale de l'économie avec la direction générale de l'Institut, avec l'Institut national de la statistique, le PNUD et je crois le BIT, le professeur Tamba pourra me corriger, ont mobilisé deux grandes bases de données qui sont intéressantes, même au sein du Conseil, pour faire avancer les réflexions, mais il est extrêmement difficile d'accéder à ces bases-là. Les procédures aussi prennent suffisamment de temps. Et là,
Or, on se disait que si on mettait à disposition ces bases de données aux chercheurs, on pouvait, avec notre mobilisation, notre capacité que nous avons, sortir des résultats probants qui accompagnent nos avis, qui accompagnent nos protocoles, qui sont indispensables aux décideurs pour qu'on décide en ayant une visibilité. Je crois que pour ne pas être long et tenir dans les 3 minutes qui m'ont été confiées, je vais m'arrêter là pour le moment et peut-être revenir sur les questions-réponses, notamment celles qui me seront adressées. Merci. Excellent. Merci grandement pour ce témoignage, professeur Fomba. Et je pense que vous avez longtemps et vous continuez à collaborer avec votre collègue de la Côte d'Ivoire, le professeur Alban Aouré. Le professeur Galadjo l'a dit tout à l'heure, dans le cadre de leur réflexion, ils ont fait recours à la CAPEC, qui est dirigée par le professeur Aouré. Donc, ce que j'aimerais entendre de la part du professeur Aouré à présent, c'est comment s'est passée cette collaboration, quelle a été la facilité de cette interaction avec, n'est-ce pas, un ministère aussi stratégique que celui de l'économie et des finances, et comment est-ce que la CAPEC règle le problème des données et assure la qualité, n'est-ce pas, des analyses qui sont produites pour alimenter la prise de décision. Professeur Aouré? Merci, docteur Flaubert. Merci à tous. Merci au CRDI, à IPAR, à l'UEMOA. Voilà, mes salutations distinguées à mesdames les ministres et aux collègues. Très rapidement, parce que c'est 3 minutes et je vais essayer de rester dans 3 minutes. Donc, par rapport à cette préoccupation de comment nous collaborons avec le ministère de l'économie et des finances, il faut dire que la pandémie de la COVID n'est pas la première opportunité de collaboration. Nous avons régulièrement collaboré et travaillé avec le ministère de l'économie et des finances et nous avons produit différentes études pour le ministère dans le passé. Et le ministère sollicite régulièrement la CAPEC, notamment aux veilles des missions tripartites du FMI, Banque mondiale et de la BAD auprès de l'État de Côte d'Ivoire pour nous demander des analyses sur des questions conjoncturelles ou structurelles et nous produisons des documents. Donc, quand il y a eu la pandémie de la COVID, Monsieur le ministre de l'économie et des finances lui-même m'a appelé, je suis allé à son bureau pour dire, voici une préoccupation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est que nous puissions faire une analyse de l'impact macroéconomique et sectoriel de la pandémie. Et il me donnait maximum 1 semaine. Donc, voilà l'enjeu, ce que Fomba disait tout à l'heure, 1 semaine pour pouvoir donc livrer les résultats, ce qui était complexe. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avions déjà un modèle macroéconomique que nous avons utilisé pour le VIH-Sida, notamment le financement du VIH-Sida, dans le cadre d'une étude avec l'USAID et Apt Associates il y a 3 ans, 2-3 ans à peu près. Donc, c'est ce modèle que nous avons activé et nous avons essayé donc de regarder qu'est-ce que nous pouvons modifier dans ce modèle, prendre en compte des hypothèses pour faire l'analyse macro. Et nous avions aussi la matrice de comptabilité sociale de 2013 que nous avions utilisée, dont nous avons fait la mise à jour. Et puisque le ministre m'avait, le premier cas de COVID, c'était le 11 mars, le ministre m'a appelé le 17 mars et le 26 mars, nous avons pu fournir des résultats. Mais ce n'était pas un document rédigé, ça aussi il faut le dire, et je vais dans le sens de Fomba. Nous avons fourni, c'était à peu près 5-10 pages avec des recommandations à partir donc, de benchmark et d'analyse économique. Nous avons fait des recommandations. Donc, nous avons les résultats au niveau sectoriel et autres. Donc, habituellement, nous travaillons avec ce ministère, de même que le ministère du Plan et le secrétariat général de la présidence. Voilà, donc, en dehors du ministère de l'économie et des finances, le secrétariat général de la présidence nous a aussi appelé pour essayer de faire un peu d'analyse micro lorsqu'il fallait prendre de nouvelles décisions de déconfinement d'Abidjan et de lever de certaines mesures barrières compte tenu de l'impact sur l'économie. Ça, c'était dans le courant du mois d'avril. Et nous avons fait une synthèse d'une étude qui existait. Le secrétariat général était disposé à apporter un petit financement pour faire des enquêtes par téléphone à partir d'échantillons auprès du secteur informel, secteur formel et des ménages. Et heureusement, il y avait déjà une enquête de l'INS du 11 au 18 avril avec quelques résultats. Et nous avons pris cette enquête, nous avons les résultats, nous avons fait des synthèses que nous avons fournies au secrétariat général de la présidence. Et nous travaillons aussi avec le ministère du Plan. Et sur ce point, donc, en termes, disons, de défis, ce qui est important à dire, et je le soulignais, c'est que pour faire des analyses de simulation,
Il nous faut des modèles qui existent. Et je pense qu'il est important que les décideurs mettent à disposition des think tanks dans les différents pays les ressources pour construire déjà des modèles, pour que ces think tanks soient prêts pour faire des analyses rapides. Parce que les ministres ont besoin de résultats en une semaine, en 3 jours. Si nous avons des modèles qui existent, et ça a été le cas qui nous a aidés ici, ça permet d'aller vite. En Côte d'Ivoire, la matrice de comptabilité sociale que nous utilisons, c'est une matrice de 2013. Et je l'avais signifié lors d'une plateforme d'échange avec certains ministres pour dire qu'il est important de mettre à jour cette MCS parce qu'il faut qu'elle soit actualisée pour qu'on ait des résultats encore plus pertinents et que les modèles qui existent, on puisse encore détailler ces modèles pour avoir des résultats sectoriels au plus bas niveau. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Et aussi, nous demandons qu'on puisse nous intégrer, les chercheurs et autres. Il y en a qui sont déjà dedans, mais les chercheurs au niveau économique, dans le comité de veille qui existe. Et le ministre de l'économie m'a encore appelé hier pour qu'on puisse faire des analyses d'impact des mesures qui ont été prises déjà, parce qu'il y a eu des mesures, ce que le professeur Bamba a annoncé, ce que Madame le ministre Bakary Koulé Ramata a signifié, les 1 700 milliards répartis sur les ménages informels, les secteurs informels et formels. Aujourd'hui, la mise en œuvre est en cours. Quels sont les impacts réels? Comment cela permet de mitiger les impacts économiques qu'on avait décelés ex ante, qui étaient suffisamment négatifs avec les mesures? Donc, voilà déjà encore quelque chose qui devrait se faire dans le cadre du comité de veille sur la pandémie en Côte d'Ivoire. Donc, cher Flaubert, voilà un peu quelques éléments. Les questions permettront d'approfondir, mais il y a un besoin réel de soutenir les chercheurs pour disposer d'outils. J'ai dit à l'INS aussi, pour terminer là-dessus, qu'il nous faut avoir des panels. Et nous sommes une économie, on se rend bien compte qu'on n'a pas de panel d'entreprises, de panel de ménages, que ce soit entreprises formelles ou informelles, pour nos analyses. Nous faisons toujours des enquêtes en coupe transversale. Ça ne permet pas de pouvoir mesurer des impacts à un certain niveau. Donc, il est important de soutenir la collecte de données de panels dans nos pays si nous voulons que les chercheurs soient plus efficaces. Merci bien. C'est nous qui te remercions, professeur Aouré. Sans plus attendre, je vais me retourner vers le docteur Cheikh, qui, je pense, va communiquer les questions qui ont été collectées à nos panélistes, afin que nous puissions avoir une discussion de quelques minutes avant la synthèse. Oui. Merci beaucoup, Flaubert, pour cette perspective très précise où on a des exemples très concrets qui complètent effectivement les besoins qui ont été exprimés depuis le début. Il y a quelques questions qui viennent essentiellement de Facebook, plus celles qui viennent de nos questions, qui sont sur le Zoom. Monsieur Djibrirou Bokar, il parle de comment pourrait-on disposer de données fiables pour documenter les questions de résilience économique. Bon, c'est une question assez globale, mais ça serait intéressant peut-être si un des panélistes souhaiterait répondre là-dessus. Je vais continuer les questions, après je vais dispatcher les réponses. Madame Awandoy, elle demande quelles sont les organisations africaines pour encadrer, comment développer justement la phytomédecine dans la région, en partant de certaines organisations, en les regroupant. Est-ce que le Covid n'est pas une opportunité, comme disait le commissaire de la CEDEAO, je crois qu'on en avait parlé. Monsieur Saou Youba, du réseau des think tanks de l'UEMOA, du Burkina, il demande quels sont les aspects positifs de Covid sur la vie familiale. Cette question, je l'adresse à Madame la ministre Bagayoko. Justement, est-ce qu'il y a des aspects positifs que Covid apporte justement à la vie familiale, aux familles africaines, en tout cas aux familles en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on connaît qu'il y a des difficultés? Covid amène des difficultés, mais est-ce qu'il y a des opportunités qui vont s'ouvrir? Après, vous répondrez un peu en fonction de votre compréhension des questions et de ce que vous voulez aussi mettre en perspective, parce que c'est la dernière prise de parole. Enfin, il y a M. Mamor qui parle aussi, existe-t-il un plan d'évaluation des différentes mesures pour atténuer les effets du Covid sur les conditions de vie des ménages pauvres? Donc, il estime qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été apportées en termes de distribution de vivres ou de transformation, de transfert monétaire. Comment tirer les leçons? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de mettre en place? Est-ce qu'il y a une demande des décideurs par rapport à ce type de questions de recherche? Et comment vous le voyez? J'avais reçu une dernière question de monsieur, je crois que voilà, Mamor Anta Jedi, Lamine Samake aussi Jedi, je crois. Voilà, donc je vous laisse la parole, Madame ministre Barreiro,
ensuite Madame le ministre Assom Diatta, et après les autres panélistes aussi, vous pouvez réagir en espérant qu'on puisse terminer dans une bonne dizaine de minutes, maximum 15 minutes, pour permettre qu'on conclue. Madame le ministre, vous avez la parole. Je crois que votre micro n'est pas allumé. Votre micro n'est pas allumé. Excusez-moi. Voilà, c'est allumé? Vous entendez? C'est parfait, Madame le ministre. Ah bon. J'ai dit que je pense qu'il y a deux questions qui me sont enfin destinées. Le problème de les opportunités avec la COVID-19 et puis le problème du phytomédicament, j'aimerais répondre puisque c'est une thématique sur laquelle je suis personnellement. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que au niveau de la famille africaine, peut-être que ça peut expliquer aussi, c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons. On dit pourquoi on n'a pas eu les mêmes taux de décès, les mêmes taux les mêmes cas d'atteinte. La prévalence est plus faible quand même en Afrique. C'est vrai, on parle du climat, on parle de beaucoup d'autres facteurs, mais nous pensons aussi que le vivre ensemble, la solidarité africaine peut aussi jouer, parce que les familles africaines, le partage des revenus, des ressources disponibles, parce qu'il y a le problème de sécurité alimentaire, le problème de la faim, mais le fait qu'on soit en famille, on partage, nous pensons que ça permet quelque part d'amortir les chocs, et d'autant plus que dans nos pays, on a quand même mis des fonds, les fonds pour les femmes. Vous avez les associations villageoises d'épargne et crédit, vous avez en Côte d'Ivoire le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire de la première dame qui a permis à plus de 300 000 femmes de sortir de la précarité. Il y a des femmes qui ont témoigné à partir de cette aide-là. On peut faire 2-3 entreprises, même si c'est peut-être de l'informel pour le moment, mais ça permet de sortir de la précarité. Et il y a d'autres fonds au niveau du ministère des PME, et puis au niveau de mon ministère, un fonds femmes et développement. Nous pensons que déjà, cette structure familiale, en plus de ces fonds qui permettent aux femmes d'avoir des activités génératrices de revenus, et puis l'État aussi qui vient encore renforcer par un fonds de solidarité, nous pensons que c'est tout ça qui a permis de traverser un peu le choc. Il n'est pas que ce soit aussi important. Oui. Madame le ministre, est-ce que je peux vous poser une petite question, si vous permettez? Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, l'évaluation d'impact, est-ce qu'il y a un besoin de savoir quel impact ça a eu sur les populations, sur les femmes? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez besoin de recherche dans ce sens? Mais justement, je vais faire appel à la CAPEC bientôt. C'est très, très important pour que nous voyons l'impact. Mais le professeur Bamba Galadjo a dit quelque chose aussi. En fait, il faut revoir... par exemple, nous avons le programme filets sociaux qui est donné aux personnes qui sont les plus démunies. Mais quelle est la structure réelle? Est-ce que l'impact est vraiment bien, est-ce que c'est vraiment bien ciblé? D'où l'étude vraiment des structures de nos populations. Je pense que c'est un problème très important et nous allons nous tourner vers justement la CAPEC pour pouvoir étudier cela. Alors, je voulais terminer, si vous voulez, avec les phytomédicaments. Si nous voulons aller vite, si nous voulons trouver rapidement les médicaments à partir de nos plantes, je pense qu'il faut une étude régionale. Et j'y crois fortement, puisque nous, avec Rokia Sanogo du Mali, avec les différents pays, nous y travaillons déjà. Par exemple, nous, à l'Université Félix Faure-Boigny, on vient aujourd'hui, ça va bientôt être fonctionnel, une unité de production de phytomédicaments. Là même, actuellement, il y a un praticien en train de travailler sur l'hypertension artérielle, sur les médicaments de l'hypertension artérielle, du paludisme, du VIH. Donc, je pense que si nous nous mettons ensemble les compétences techniques qu'il y a dans les différents pays et nos compétences humaines au niveau du phytomédicament, comme je l'ai dit, nous mettons les femmes à planter, à préserver, donc à domestiquer les plantes médicinales. Nous pensons que nous avons une force qui peut faire, qui peut être une bonne innovation pour l'Afrique, avoir le médicament de la COVID. Voilà un peu ce que je veux dire. Merci infiniment, Madame le ministre. Je voudrais donner la parole à Madame le ministre aussi, Assom Aminata Diatta. S'il y a des préoccupations, parce que c'est la dernière prise de parole en termes de aujourd'hui par rapport. C'est vrai que vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de relation directe avec la recherche. Est-ce qu'il y a des besoins que vous exprimez? Est-ce qu'il y a une façon peut-être d'améliorer cela, Madame le ministre? Est-ce que vous avez des attentes particulières que vous aimeriez Vous avez la parole, Madame le ministre. Je vous remercie. Je vous remercie, docteur.
Effectivement, il n'y a pas de relation dans le cadre des activités du département. Nous n'avons pas mené directement des actions avec le monde de la recherche, mais il reste évident que nous en avons besoin. Alors, donc, moi, je suis persuadée que aussi bien la recherche que les départements ministériels, nous avons besoin de travailler ensemble. Et quand j'étais d'ailleurs directrice du commerce extérieur, j'avais essayé cette démarche avec l'université l'UQAD. Malheureusement, avec les contraintes administratives, ça n'a pas véritablement abouti. Mais comme l'a indiqué un des intervenants, la recherche prend souvent beaucoup plus de temps, alors que souvent nous sommes dans des situations qui exigent une réponse immédiate. Et à ce niveau, il faudrait peut-être que la recherche s'adapte. Aujourd'hui, par exemple, pour certains de nos projets que nous avons entamés dans le cadre de trouver en tout cas des solutions pour la création d'emplois, nous y allons souvent avec le learning by doing. Donc, quand nous sommes d'accord sur un concept, en même temps qu'il y a par exemple le consultant qui poursuit ses travaux sur le terrain, il y a un pilote que nous mettons en place. Et en fonction de la recherche et du retour que nous avons sur le terrain, donc nous parvenons à avoir des choses très rapides et donc à adapter. Et donc je pense que quelque part, il faudrait peut-être que le monde de la recherche aussi essaye d'aller dans ce sens, ce qui va nous permettre d'apporter une réponse très rapide. Maintenant, je vais répondre rapidement par rapport à une question. Elle n'est pas directement posée, la question, la personne qui demandait l'impact de la COVID sur la famille. Moi, je voudrais répondre du point de vue de l'entrepreneuriat. Durant cette pandémie, nous avons noté l'éclosion de talents, en tout cas des jeunes qui ont proposé des choses peut-être qu'on pensait impossibles, mais que nous avons découvert avec cette COVID. Donc, ce qui nous pousse à dire, comme le disait tout à l'heure le professeur Ngaladio, que avec cette COVID, les choses vont complètement changer. Par exemple, la théorie des avantages comparatifs, je pense qu'aujourd'hui, nous avons besoin de revoir certaines, en tout cas, théories qui nous ont toujours été enseignées et que nous avons appliquées. Mais aujourd'hui, je pense, avec la COVID-19, nous avons vu les limites de ces théories. Également, de la même façon, pousser les jeunes à innover beaucoup plus, croire beaucoup plus à nos jeunes, les accompagner dans l'accès au financement et dans la valorisation de leurs connaissances. Je pense que ce sont les principaux enseignements qu'on pourrait tirer de cette pandémie. Très bien. Vraiment, merci beaucoup, Madame le Ministre. Ça nous permet vraiment d'avoir des éléments d'agenda de recherche déjà très structurés. Je vais continuer à demander à Monsieur le Commissaire Diagne, si vous pouvez, je vois déjà une question d'ailleurs de Monsieur Bayal, qui est de l'UNECA à Addis Abeba. Donc, il demandait justement, la question est relative aux stratégies de mobilisation des ressources et s'adresse d'abord aux représentants des ministères de l'économie et des finances, mais aussi de l'UEMOA. Il disait que le coût global du plan de riposte est estimé à 5 milliards pour les pays de l'UEMOA, qui correspond certainement à la somme des montants annoncés par les pays respectifs. Bon, il voudrait savoir, en annonçant ces chiffres, comment vous comptez mobiliser les bailleurs de fonds, est-ce que vous avez les ressources internes, etc. En vous occupant de la fiscalité intérieure, certainement vous avez beaucoup de choses à dire, mais le temps va être très court. Mais je vous donne la parole si vous avez aussi d'autres préoccupations, en sachant que vous allez dire un mot à la fin aussi. Monsieur le commissaire, vous avez la parole. Monsieur le commissaire Diagne, je crois que votre micro n'est pas allumé. Voilà, c'est bon. Commissaire, vous avez la parole. Voilà, je disais donc que dans mon exposé, j'ai fait état de l'importance de la mobilisation des recettes, des ressources plutôt, pour le financement de ce plan de riposte au niveau régional
qui se chiffre à plus de 5 000 milliards. Il est vrai qu'une bonne partie émane des États, mais également des partenaires techniques et financiers. Et au niveau État, compte tenu de l'ampleur de la crise, de sa profondeur, il est évident que la mobilisation des ressources internes va en pâtir très lourdement. C'est pourquoi il faut peut-être trouver les moyens de faire en sorte que l'efficacité des régies financières soit améliorée. Et à ce niveau, au niveau UEMOA, nous avons un schéma de mobilisation qui avait été mis en œuvre d'ailleurs avant crise, mais une bonne partie de ces mesures reste valable pour ce qui concerne les besoins de ressources des États. Il y a naturellement une part qui sera liée à un endettement. Je vous ai fait état tout à l'heure du dispositif qui est mis en place par la Banque centrale, notamment par UEMOA Titre, aussi bien qui concerne des levées de fonds sur le marché intérieur que sur le marché financier international. Plus de détails pourront être donnés peut-être sur cette approche si le temps nous était permis. Voilà donc ce que je voulais dire sur ce point. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Nous vous remercions. Je voudrais vraiment demander aux autres panélistes, mais de façon très courte, avant de donner la parole au professeur Mbaye pour faire la synthèse, avant d'aller vers la clôture. J'aimerais, parce qu'on a un peu débordé, on est déjà 7 minutes, on resterait à peu près, on va encore demander 10 minutes maximum, donc on terminera vers 17, au plus tard le 20. Donc, est-ce que c'est possible que les autres panélistes, chacun prenne, ou chacune prenne 1 minute pour réagir sur un point qui lui paraît important pour clôturer? Vous avez la parole, donc je vous laisse soit professeur Tamba ou professeur Galadio, ou bien les autres collègues aussi, professeur Aouré ou Fomba. Rapidement, mais chacun 1 minute, si possible. S'il y a besoin, s'il n'y en a pas besoin, on va passer à la synthèse. Qui veut prendre la parole parmi vous? Allô? Professeur Fomba, oui. Oui, merci. Je voudrais intervenir sur 2 points. Le premier, c'est déjà les phytomédicaments. Je voulais dire, au sein du conseil scientifique, nous avons recensé tous les médicaments. Nous avons recensé tous les médicaments qui ont été produits, tous les phytomédicaments qui ont été produits. Et nous sommes actuellement en train de tenter de les évaluer. Donc, il y a toute une commission qui essaie d'évaluer ces médicaments afin d'avoir la validité de leur efficacité pour pouvoir continuer à traiter les malades avec. Nous avons reçu quelques personnes qui ont produit ces médicaments. Ils nous ont exposé leur protocole, leurs procédures et un peu leurs techniques de traitement. Et actuellement, les médicaments sont en cours d'évaluation. Le gouvernement a donné son avis et là, nous sommes en train d'évaluer ces médicaments-là pour voir dans quelle mesure ils peuvent être intégrés. Concernant les filets sociaux, je crois que cette stratégie a été mise en œuvre dans la quasi-totalité des pays africains. Et actuellement, il y a une étude en gestation. Déjà, je crois que le professeur Aouré peut revenir dessus de long en large, qui va prendre un pan essentiel, va permettre d'évaluer l'efficacité de ces politiques gouvernementales de lutte contre la COVID-19. En termes de transfert, les filets sociaux est une politique de transfert. Il y a eu d'autres politiques de transfert. Donc, on va essayer d'identifier les gens qui ont bénéficié de transferts et savoir si ces transferts ont contribué à améliorer le bien-être global ou bien ça a contribué à créer les inégalités ou bien augmenter la pauvreté. Il y a ces questions-là qui sont en train d'être étudiées. Malheureusement, on ne peut pas avoir les résultats dans moins de 30 jours ou bien 60 jours pour pouvoir éclairer les politiques. Je vais m'arrêter là pour ces 2 interventions. Merci. Merci beaucoup, professeur Fomba. Est-ce que professeur Aouré ou professeur Galadio, rapidement? Oui, je voulais réagir en une ou 2 minutes. Je voulais dire simplement qu'il y a quelqu'un qui posait la question sur la prise en compte du secteur informel en Côte d'Ivoire. Je crois que ce que la COVID est en train de nous révéler, c'est que
ce qu'on appelle secteur informel, je pense que d'ici 1-2 ans, on va l'intégrer véritablement dans nos économies. Donc, son visage, il était informel parce qu'on le considérait comme invisible, mais il est devenu tellement visible que ça va changer. Ben, on a parlé des bons Covid qui sont lancés en tout cas dans l'espace ici. On a indiqué la contribution de la BOAD et puis également de la BCAO. Je crois que c'est d'ailleurs ces ressources internes-là qui sont les plus utilisées par nos pays aujourd'hui. Celles des partenaires extérieurs sont en train d'arriver, ce n'est pas encore à nos dispositions. Et puis, dernier élément, ben, quelqu'un demandait si les centres de recherche avaient une influence sur les politiques. Je crois qu'il ne faut pas poser la question dans ce sens-là. Les centres de recherche doivent être des éclaireurs du décideur politique. Mais si vous les prenez comme des influenceurs, vous les mettez en conflit et souvent, ça mélange les choses. C'est plutôt des éclaireurs. Si on vient dans cet esprit-là, la collaboration est beaucoup plus facile et ils jouent mieux leur rôle dans ce sens-là. Donc, voilà ce que je voulais dire rapidement. Je vous remercie, professeur. Oui, professeur, qui voulait prendre la parole? Professeur Tamba, c'est bon? Oui. Okay. Merci. Oui, merci. OK. Est-ce que je me fais entendre? Oui, vous vous faites entendre, mais vous avez 1 minute, s'il vous plaît, parce qu'on va vers la clôture. Pour vous raconter toute l'expérience camerounaise face à la gestion de cette pandémie, je vous ai dit que les travaux ont commencé pour nous depuis le mois de mars. On a abouti à ce jour à une stratégie qui a fait l'objet d'une validation à très haut niveau et qui comporte 5 piliers. La semaine dernière encore, l'ordonnance rectificative de la loi de finances 2020 venait reprendre en compte les grands piliers de cette stratégie. C'est dommage que le temps imparti à notre réaction soit si bref. On aurait aimé partager avec vous cette expérience assez singulière que nous avons eu à mener pour apporter une réponse d'abord nationale, ensuite une réponse collaborative avec les partenaires techniques et financiers. Parce que nous avons voulu justement qu'il y ait dans la mesure où nous savions que la demande budgétaire devait être très importante, nous avons associé dès le départ les partenaires techniques et financiers. Et ce document que nous appelons stratégie de riposte du gouvernement camerounais face à la COVID et de résilience sociale et économique a servi aussi de document de plaidoyer auprès de ces partenaires qui, à ce jour, ont mis à notre disposition près de 300 milliards de francs CFA. Pour revenir sur la question de la collaboration entre la recherche et les milieux de décision politique, je dois dire que nous avons besoin d'un monde de la recherche qui soit à la fois plus agile, plus flexible, la flexibilité, l'agilité, la disponibilité des chercheurs, la proximité de ces chercheurs avec le monde de la décision. Il est bon qu'il y ait des fréquentations régulières. Parce que quand un chercheur reste dans son laboratoire et qui ne vit pas les réalités de la décision politique, il est difficile qu'il puisse apporter une réponse appropriée aux problématiques qui lui sont posées. Donc, agilité, flexibilité, disponibilité, mais aussi une capacité empirique. Parce qu'il y a une capacité scientifique qui est avérée, mais il faut aussi une capacité empirique. Et comme je l'ai dit, il faut de plus en plus une capacité documentaire. Maintenant, sur les questions à venir, sur les questions potentielles à venir, nous sommes tombés dans la dépression. Je dis bien, on est passé de 5 points de croissance à 1,1 en 2020. Nous prévoyons être à 5 points cette année. Dans notre scénario vision, le scénario pour être un pays émergent à l'horizon 2035, nous avons besoin de faire du 9 points de croissance pendant 10 ans. Et là, cette année, en 2020, nous ne tombons pas dans la récession, mais dans la dépression. Les commandes éventuelles de la décision politique à l'égard du monde de la recherche, c'est d'abord comment renforcer cette résilience économique. Nous avons essayé de développer, de documenter notre résilience économique en menant des enquêtes à 2 niveaux. D'abord, des enquêtes de simulation à travers un modèle d'équilibre général calculable qui nous a permis justement d'arriver à ce taux de croissance, mais aussi des sondages d'opinion. À la fois pour les entreprises, 700 entreprises ont été sondées, 1300 ménages ont été sondés, ce qui nous a permis de corroborer
les conclusions qui ont été formulées dans le cadre du modèle de simulation pour arriver donc à ces déclinaisons, n'est-ce pas, du taux de croissance, où on perd près de 5 points en l'espace de 6 mois dans le cadre de la COVID. Donc, comment renforcer cette résilience économique? Comment renforcer la résilience sociale de ménage? La deuxième commande qui nous interpelle, c'est le modèle de rattrapage. Dans la mesure où nous nous éloignons progressivement du train de croissance qui est celui d'être un pays émergent à l'horizon 2035, il est bon que nous développions avec le monde de la recherche des modèles de rattrapage et après des modèles de convergence vers des pays qui aujourd'hui sont réputés être des pays émergents. Une troisième commande serait de construire, comment mettre en place, dans une structure comme la nôtre, à la Direction générale de l'économie, comment mettre en place des outils de veille et de prévenance des crises. Les crises comme celle de la COVID-19, ce n'est pas la dernière. Des prévisionnistes nous disent que le 21e siècle sera celui des crises multiples. Nous avons besoin de modèles pour réagir à temps. On parlait d'un modèle des matrices de comptabilité sociale de 2013. C'est sur celle-là aussi que nous avons travaillé pour notre modèle d'équilibre général calculable. Mais nous pensons qu'il nous faut des modèles qui soient de nature à prévenir des crises comme celle que nous venons de vivre. Et là aussi, nous avons besoin, n'est-ce pas, de l'accompagnement du monde de la recherche. On pourrait en dire davantage. Merci. Vraiment, merci infiniment. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis désolé. Vous ne m'avez pas donné l'occasion de dire mon mot. Vous serez le dernier à prendre la parole parmi les panélistes. Merci. Donc, professeur Alban, vous avez, s'il vous plaît, 1 minute pour vraiment terminer cette phase. D'accord, 1 minute. Je voudrais remercier Madame la ministre Bakary Koly Ramata pour l'invitation qu'elle a lancée pour la CAPEC et nous sommes très disponibles, Madame la ministre, pour vous accompagner. Et quelqu'un demandait les difficultés que nous rencontrons, je l'avais signifié un peu, les questions de données, les questions de modélisation, les questions aussi, professeur Tamba l'avait dit, des compétences et des expertises, parce que ceux qui font la modélisation dans notre environnement ne sont pas très nombreux et il faut mobiliser des équipes. Et nous avons besoin, bien sûr, d'investir dans la construction des compétences, dans ce sens-là. Nous avons besoin également, pour le secteur informel, il faut savoir, quelqu'un posait la question, qu'il y a des stratégies de résilience quand même. Nous avons les gens dans le secteur de la couture, de l'habillement, qui se sont reconvertis en fabricants de cache-nez et ainsi de suite. Donc ça, c'est des avantages. Et pour terminer, peut-être moi, mon souhait, à la suite de ce que le professeur Tamba disait, c'est que la collaboration entre chercheurs et décideurs doit se faire dans le temps et non pas lorsqu'il y a des crises. Dans le temps, pour que les chercheurs aient des outils en amont. Dans le temps, ça veut dire qu'il faut garder ce contact, faire des commandes, investir dans ces centres de recherche. Ici, nous avons le CIRES, la CAPEC et d'autres centres, dans la CAPEC au sein du CIRES et d'autres centres. Il faut investir dans ces centres de recherche pour que les chercheurs demeurent dans la recherche et cette recherche empirique qui est possible, de manière à ce que lorsqu'il y a des crises ou qu'on veut anticiper sur des crises, il y ait un groupe de chercheurs qu'on peut solliciter à tout moment. Sinon, lorsqu'on cherche à les mobiliser lorsqu'il y a crise, c'est très difficile. Donc, voilà un peu ma requête pour terminer. Vraiment des points extrêmement importants qui complètent vraiment tout l'intérêt qu'on a entendu. Et je pense que je vais reprendre sur là où vous avez fini. Comment aujourd'hui on doit s'inscrire dans le temps et vraiment avoir des alliances entre chercheurs et décideurs sur le temps. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous dire, quand même, avant de donner la parole au professeur Mbaye, qui va faire la synthèse sur l'agenda de recherche, quels sont les éléments, il va prolonger un peu les questions que vous avez ressorties. Professeur Mbaye, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Cheikh Oumar Ba. Et ce n'est pas très facile de faire la synthèse lorsqu'on a beaucoup d'interventions très riches, comme celle que nous avons eues cet après-midi. Et surtout en 5 minutes. Et lorsque le temps est si réduit. Voilà. Je vais me borner à essayer de rappeler 4 questions principalement. La première question, et qui est récurrente, c'est quel type de recherche pour fluidifier les relations entre les décideurs et les chercheurs. Je crois qu'il y a eu beaucoup de frustration de part et d'autre qui a été exprimée.
Et je crois que le canal traditionnel de recherche qu'on a eu et qui est pris ad hoc, c'est-à-dire des décideurs qui veulent un éclairage sur des questions données, des chercheurs qui prennent leur temps pour produire cet éclairage, je crois que c'est un canal qui ne donne pas satisfaction, tel que cela transparaît dans les différentes interventions. Clairement, on a besoin de mécanismes plus pérennes de coopération, sous la forme, par exemple, d'observatoires qui permettent d'avoir des données à jour qu'on peut mettre à jour et rendre utilisables dans un délai très court. Je crois qu'il y a clairement un besoin pour cela. Il y a également, à mon avis, un besoin pour une recherche plus interdisciplinaire. Je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a eu beaucoup de frustration et je crois que cela transparaît aussi dans l'intervention de Mme la ministre Ansom Diatta. La réponse à cette maladie, disons-le, a donné la part belle au ministère de la Santé et aux chercheurs dans le domaine de la santé. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le phénomène était plus un problème économique, ou au moins autant un problème économique qu'un problème de santé publique. Parce qu'il a été difficile de confiner les acteurs de l'informel. Je crois que ça, c'est venu au niveau de la discussion à maintes reprises. Et je crois que oui, ça pose vraiment le problème de la nature de la recherche. Il faut une recherche interdisciplinaire, il faut une recherche holistique, ce qui permet d'informer une décision qui soit également holistique. C'est-à-dire qu'il ne se limite pas seulement au niveau de la santé. Nous, au niveau du Sénégal, on a une task force de riposte, mais qui est forcément biaisée vers la santé publique, laissant complètement de côté, pas complètement de côté, mais plus biaisée que vers les côtés questions de santé publique que vers le côté purement économique. Alors, ça c'est deux. De deux, quel type de recherche a-t-on besoin pour répondre à des situations d'urgence qui se posent à l'échelle planétaire? Je crois que cette pandémie a révélé la faiblesse de l'interconnexion, non seulement entre les décideurs et les chercheurs, mais également entre les chercheurs eux-mêmes, ceux du Nord et ceux du Sud. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de boîtes à outils sur les questions qui relèvent, par exemple, des biens publics globaux. La santé publique est un bien public global. Et la pandémie nous l'a révélé. Un autre bien public global qui devrait susciter une dynamique de coopération similaire, c'est le climat. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe. Je ne voudrais pas trop insister là-dessus, mais je crois que ça, c'est un besoin qui est réel. Pour être plus spécifique au niveau de la sous-région, les décideurs ont été désemparés quelque peu. Ils ont été pris de court par la rapidité avec laquelle la pandémie s'est propagée. Ils ont vu qu'il y avait des groupes vulnérables qu'il fallait protéger, mais sans trop savoir comment est-ce qu'il fallait les protéger. On note que les réponses visant à atteindre les pauvres n'ont pas toujours atteint les pauvres. Il y a eu beaucoup de frustration. Et les réformes, je veux dire, les réponses visant à atteindre les acteurs de l'informel pour qu'ils puissent se confiner, et ça n'a pas atteint les acteurs de l'informel comme on avait espéré que ce soit le cas. Donc, voilà très rapidement quelques réflexions que les discussions m'ont inspirées. Et on les a mises sur la table, pas pour y donner des réponses définitives, mais dans l'espoir que ça va façonner la manière dont on va envisager dans l'avenir, et y compris l'avenir proche, comment est-ce que l'interaction entre les décideurs et les chercheurs devront se faire à partir de maintenant. Très bien. Je suis désolé parce qu'on a vraiment dépassé un tout petit peu le temps, mais ce n'est pas de votre fait, c'est du fait global, parce que le temps était court, relativement court, et les questions très intéressantes, on avait beaucoup d'intervenants. Je pense que je vais donner la parole maintenant pour la clôture à Madame Julie et ensuite au commissaire Diagne pour un mot de remerciement aux autorités qui sont là et aux différentes participantes et participants qui ont été nombreux. On a été tout à l'heure jusqu'à 107 personnes, alors que la plateforme maximum, c'est 100 personnes. Et sur Facebook, il y a beaucoup d'acteurs qui ont suivi. Et vraiment, je pense qu'en termes d'affluence, on a eu, et puis les débats sont très intéressants. Donc, je vous laisse la parole pour ne pas trop déborder en espérant qu'on puisse terminer parce qu'il y a beaucoup qui commencent à décrocher.
Donc, vous avez la parole. Je donne la parole peut-être au commissaire. Ensuite, je laisse Madame Julie faire les remerciements au nom des organisateurs. Donc, commissaire Diagne, un dernier mot. J'ai l'impression que le commissaire s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. OK. Donc, Julie, Madame Julie Rollet, pour clôturer la séance. Oui, merci beaucoup, Dr. Ba. Alors, Mesdames les ministres, Monsieur le commissaire qui nous a quittés, mais dont les collaborateurs restent à l'écoute sans doute, très chers professeurs, très chers participants également, au nom du CRDI et de l'IPAR, ainsi que le réseau des think tanks de l'UMOA, je tiens à vous remercier de votre généreuse participation au webinaire d'aujourd'hui. Pour tous les panélistes qui ont eu l'occasion de partager leurs expériences et leurs points de vue, votre engagement, votre ouverture lors de ce dialogue sont vraiment très appréciés. Ils sont précieux pour définir et influer sur la suite de la réponse nationale, régionale, internationale à tous les défis socio-économiques que génère en fait la COVID-19. Donc, un très grand merci à vous tous. Et pour tous les participants qui nous ont lancé des questions, des réflexions également, merci beaucoup pour votre intérêt. Nous souhaitons en fait que les échanges aujourd'hui vous aient été bénéfiques. Et sur ce, je veux simplement vous souhaiter une très bonne continuité dans vos réflexions et vos actions respectives ainsi que collaboratrices. Encore une fois, merci et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Merci, Madame la directrice régionale du CRDI. Donc, vraiment, merci les différentes ministres, merci, Monsieur le commissaire, merci toutes les personnalités qui ont participé à ce débat et les personnalités qui ont suivi, parce que tout le monde ne pouvait pas avoir la parole. Donc, au nom du CRDI, de IPAR et du réseau des think tanks de l'UMOA, notre ami Thiambou et tous les autres, nous vous remercions et nous vous disons à très bientôt et que les résultats seront bientôt partagés suivant des formats qui vous seront en tout cas envoyés très prochainement par les organisateurs. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Merci, docteur, pour la qualité. À bientôt, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Merci beaucoup. Merci, Madame la ministre. Merci. Merci grandement pour votre temps. OK. Merci, Claude. Merci à vous. Merci. Un plaisir. Oui, merci à tous.